Je comparais un petit peu la venue de Hamilton à celle de Fangio, dans le sens où on a un pilote qui est aussi grand que l'équipe en termes de renommée à l'instant T. Bien sûr. Et pourtant, au final, ne faudrait-il pas la comparer à la venue de Farina avec le petit chouchou Ascari slash Leclerc? Piloter et gagner pour Ferrari est une quête ultime, un exploit synonyme d'immortalité dans le sport automobile. D'Alberto Ascari à Kimi Raikkonen, la Scuderia Ferrari a élevé des légendes du sport automobile au rang de mythes et certains champions du monde à travers l'histoire sont retrouvés par la force des choses ou par un simple désir de challenge, partis tenter l'expérience du cheval cabré. La dernière fois, nous parlions d'une époque qui commençait au tout début de l'histoire avec Giuseppe Farina, puis Juan Manuel Fangio et Alain Prost. Il nous reste encore d'autres champions du monde à aborder dans cette nouvelle et dernière émission consacrée aux champions du monde partis chez Ferrari, des épisodes que vous pouvez également retrouver en podcast, les liens sont en description. On a donc abordé les histoires de Farina, de Fangio, de Prost. On a vu à quel point le cas de Alain Prost était arrivé dans un contexte très difficile, alors que Ferrari semblait justement être en phase de renaissance. Eh bien, les années 90 ont prouvé que on était très très loin du compte. Et du coup, cela va naturellement nous mener à la prochaine fois, à la phase suivante, où un champion du monde est venu chez Ferrari et où cette fois, ce champion du monde est devenu la référence ultime en termes de pari et de pari de se jeter à Maranello comme ça, et en termes de réussite également, puisque il sera comparé un peu plus tard au pari qu'a pris un certain Lewis H. Je parle de Monsieur Schumacher, double champion du monde en titre, qui décide de venir chez Ferrari en 1996. Et là, ça a commencé un petit peu, oserais-je dire, comme le cauchemar de Alain Prost, avec quelques promesses où finalement la presse italienne va finir par les trucider parce que il y a des décisions politiques très controversées, comme le fait de mettre un non-italien à la tête de Ferrari. Il y a également des doutes autour de ce même Schumacher. Et au final, on arrive à la plus grosse période de domination d'un pilote de l'histoire, avec celle de Fangio, à savoir 5 titres constructeurs, 5 titres pilotes consécutifs, pardon. Ce sont les 2 seuls pilotes à l'avoir réussi. On notera que Verstappen peut éventuellement le réussir s'il gagne 2025, mais ce sont les 2 seuls à l'avoir fait. Le cas de Schumacher, c'est aussi un cas d'école qui pourrait mériter, et qui a mérité nombre de documentaires. Mais pour commencer, on est obligé un petit peu de faire la transition sur ce contexte politique très compliqué, parce qu'il y a eu une décision qui a tout fait, c'est celle de ramener Jean Todt. Alors, pourquoi Jean Todt? Est-ce que tu es capable de le sortir, ça? C'est lui qui avait amené Peugeot à la victoire en rallye raid et en endurance. Et d'ailleurs, la victoire au 24 heures du Mans 93, quelques jours seulement avant qu'il rejoigne Ferrari. Là où je voulais en venir, c'est que Jean Todt, ce qui a fait son succès, c'est qu'il a révolutionné sa profession. Il était copilote en rallye. Il a apporté une éthique de travail chez Ferrari qui a eu le succès qu'on connaît, qui a imposé un nouveau standard également, et qui a aussi constitué un petit peu une équipe gagnante. Quand on parle d'équipe gagnante, j'aime souvent parler du trio gagnant de Williams du début des années 80, à savoir un directeur qui a une vision, Frank Williams, un ingénieur qui sait ce qu'il fait, Patrick Head, et un pilote à qui on a juste à donner un volant et qui fera le reste, Alan Jones. Et c'est plus ou moins ce qui a refait la recette chez Ferrari, puisque
On a donc un directeur, donc Jean Todt, qui a su apporter une vision, qui a ramené un Ross Brawn également. Alors, il n'y avait pas que Ross Brawn, hein, je pense à des Rory Byrne et d'autres, et Michael Schumacher. Enfin, globalement, il a recruté tout Benetton, mais on va se concentrer sur ces trois-là. Bah, le truc, c'est que c'est Schumacher qui a poussé, parce que c'était ses complices de Benetton, et c'est lui qui a contacté Brown pour le faire venir, parce qu'à la base, quand il est arrivé, c'était John Manhart qui était revenu chez Ferrari, qui était directeur technique, sauf que la machine de 96 ne fonctionnait pas, c'était une brique pour le coup, et très moche dans la version Neba d'ailleurs, mais mieux en Neo, et vraiment c'est une de ces saisons un peu dans le même genre que Alonso chez Ferrari, où c'est Schumacher qui fait briller Ferrari pour le coup, parce que Eddie Irvine n'était nulle part. Il y a même eu plusieurs castes mécaniques au point que Jean Todt pensait démissionner à temps, et c'est Schumacher qui a dit non, parce qu'il avait toute confiance en Todt. Mais très vite, Schumacher s'est un peu imposé comme le patron non officiel, en combinaison avec Todt. Les deux ont trouvé une alchimie, également personnelle d'ailleurs, qui a beaucoup aidé. Et c'est aussi cette relation de confiance, je pense, qui a mis Ferrari au niveau supérieur. Parce que Ferrari, certes, allait mieux sous Todt, mais il y avait, entre guillemets, qu'une victoire en 94 et en 95. Je veux dire, c'est comparable à ce que Alonso pouvait avoir, là, une victoire en 2011, 2 victoires en 2013. Voilà, et il ne luttait pas pour le titre, aussi. Donc, il y avait du mieux par rapport à la dizaine 91-93 sans victoire, mais on n'y était pas encore. Et c'est Schumacher qui a commencé à ajouter son grain de sel, à vouloir avoir une hiérarchie. C'est lui qui a demandé à ne pas avoir un pilote qui le concurrence. Donc, il a un peu insisté pour qu'il y ait Irvine et pas d'autres qui concurrenceraient. D'ailleurs, de manière très amusante, un pilote envisagé pour épauler Schumacher en 96, c'était Rubens Barrichello. Oui, mais justement, j'y pensais, mais je sais, là encore, j'ai lu des choses contradictoires, je ne sais plus si Schumacher l'a refusé ou si c'était autre chose. Mais je sais pas si c'est Schumacher directement, mais je sais que de toute façon, dans tous les cas, il y avait un lien avec Marlboro. On va dire qu'il y avait beaucoup plus d'attentes autour de Rubens Barrichello que d'Eddie Irvine, qui avait déjà fait 2-3 petites polémiques de son côté, alors que Barrichello, c'était devenu le plus jeune poleman de l'histoire. Il a fait une saison 94 merveilleuse. Il y avait tous les espoirs un petit peu du futur Senna derrière lui. Donc, en termes d'image, de politique, ça aurait été un autre concurrent qu'un Eddie Irvine qui était juste content d'encaisser un beau chèque et d'avoir une Ferrari à la maison. C'est ça. Même si Ferrari a rappelé aussi qu'il a quand même pas mal bossé. Il avait sa réputation, mais il s'est mis à la tâche. Il a participé à sa manière à la progression de Ferrari. Moi, je commence avec cette saison 96. Il y a 3 victoires de Schumacher. Et clairement, ce sont des victoires que Ferrari n'aura jamais gagnées sans un Schumacher dans la voiture. Et peut-être la plus belle de toutes, on va dire l'Espagne, parce que c'est une des plus belles victoires de Schumacher tout court, où il écrase la concurrence sous la pluie. Mais moi, j'ose dire que la plus belle pour eux, c'est Monza. Parce que c'est la première victoire d'un pilote Ferrari à Monza depuis Berger en 88, qui était symboliquement quelques jours après le décès d'Enzo Ferrari. Et c'est le jour où Schumacher se dit « Ah, d'accord, j'ai compris ce que c'était Ferrari. » Peut-être que c'est aussi là où Schumacher a encore plus envie de réussir à gagner avec Ferrari. Là où il voyait initialement juste un défi, et un défi qu'il aurait peut-être pu trouver chez Williams, chez McLaren. Bah non, là, il le tente chez Ferrari, et là, il comprend l'ampleur de la tâche. Moi, je vais plus me plonger dans les années 2000, parce que là, j'ai envie de continuer un petit peu de développer les aspects qui ont contribué à la réussite, parce qu'on peut pas juste dire Schumacher est arrivé et a fait gagner Ferrari, il faut comprendre pourquoi. Ouais. Et tu l'as très bien mentionné avec du coup tous ces beaux recrutements, cette intelligence dans la manière de tout concentrer ses efforts autour d'hommes importants, leur laisser la confiance absolue. Cette forme de trinité parfaite, cet accord verbal
entre six œils, entre Ross Brawn, Jean Todt et Schumacher, où ils se sont dit, s'il arrive quoi que ce soit à l'un de nous, les deux autres seront là pour l'épauler. Mhm. Et ça n'a pas manqué. Quand il y a eu des doutes autour de Schumacher, Ross Brawn et Jean Todt étaient là. Quand il y avait des doutes autour de Jean Todt, les deux autres étaient là. Et justement, je sais même plus si on l'a dit, mais quand en 98, 99, je sais plus, on menace de virer Jean Todt, Schumacher dit si Jean Todt part, je pars. Bah, dès 96, il l'a dit et il a réaffirmé ce soutien jusqu'au bout. Mais c'est vrai que Ferrari, la cohésion, la Dream Team Ferrari, c'est une des plus belles cohésions qu'on ait connues en Formule 1. C'est ironiquement la période enfin ironiquement mais de notre côté, assez logiquement aussi, la période de gloire de Ferrari, de Schumacher-Todt, c'est l'année où Ferrari était le moins Ferrari, en tout cas le moins la caricature que l'on fait de Ferrari avec les intrigues politiques, etc. et tout. Il y avait plus d'anglais que d'italiens. Voilà, et je ne veux pas faire de sectarisme, etc. ou de tout ça, mais il faut avouer que la rigueur britannique, pour le coup, en tout cas anglo-saxonne, a beaucoup plus joué. Et apparemment, en 2008, quand on a commencé, enfin 2007-2008, quand on a commencé à perdre petit à petit les éléments, le côté plus désorganisé italien a rempli dessus. J'avais lu un ingénieur anonyme disait que durant les débriefings, c'était minuté, organisé point par point par Brown. Une fois qu'il est parti, on recommençait à parler au-dessus des autres. Et je pense que donc ça, c'est un point, je pense, qui résume très bien qu'est-ce qui faisait que Ferrari gagnait à une époque et ne gagnait plus ensuite. Il y a un autre aspect que j'aimerais aborder. Là, on va plus entrer dans la fin 90, début 2000, quand on commence à trouver une bonne dynamique. Quelque chose que Schumacher a dit en arrivant à Maranello. Il a dit, les gars, vous avez une piste de Formule 1 rien qu'à vous. Et tout le monde a fait, ouais. Et Schumacher a dit, non, mais si Williams, McLaren, ils veulent tester, il faut qu'ils aillent louer Silverstone. Il faut qu'ils aillent louer des circuits. Donc là, vous avez une piste, H24, il va y avoir quelqu'un dessus. Et aussi, on va travailler un petit peu parce que là, le circuit, il était peut-être aux normes il y a 50 ans, mais c'est plus à ça que ressemblent les circuits aujourd'hui. Et Schumacher s'est impliqué pour redessiner Fiorano. Oui, le premier virage, il l'a fait, oui. Pour que la piste de Fiorano, non seulement qu'on ait des voitures qui roulent en permanence, puisque rien l'interdisait, que les données qui soient récoltées soient utiles, et pour qu'elles soient utiles, il fallait que la piste ait un minimum de pertinence, et on en est venu à développer une vraie deuxième, même troisième équipe que pour les tests à Fiorano, et d'ailleurs, quand on regarde la plupart des ingénieurs qu'on retrouve aujourd'hui chez Ferrari et qu'on a retrouvé à travers l'histoire, ont débuté en tant qu'ingénieurs d'essai à Fiorano, quoi. Enfin, je pense notamment à Binotto, qui a commencé là-bas, j'ai oublié son nom, mais bref. Et aujourd'hui, je trouve ça merveilleux de voir que Ferrari embrasse cet héritage en faisant régulièrement rouler ses jeunes pilotes. Enfin, ils profitent d'un luxe que les autres équipes n'ont pas, et que je ne comprends pas pourquoi elles ont toujours pas trouvé un moyen de s'arranger ça, mais voilà, elles ont ce luxe, et ça, c'est quelque chose que Michael Schumacher a compris et l'a apporté intelligemment, et c'est pour ça que je parlais de Irvine puis de Barrichello, et j'ajoute les Marc Gené, Luca Badoer, Luciano Burti, qui ont nettoyé la piste de Fiorano. Je crois aussi que je dise pas de bêtises, ils ont installé des arroseurs et de l'éclairage aussi. Oui, pour pouvoir rouler la nuit et pour pouvoir simuler la pluie. Exact. Ouais. C'est allé très très loin, quoi. Schumacher était en contact permanent avec. Alors, je sais pas si c'était le cas avec Larini au début, parce que quand il est arrivé, c'était Larini. Badoer, je crois que c'était en 97, je crois qu'il a gagné au 98, je sais plus. Mais il était en contact avec Schumacher et Schumacher lui faisait confiance. Et là, il voulait avoir toutes les informations, etc. et tout ça. Et Badoer est un des héros oubliés de Ferrari. On parle de Todt, Schumacher, Brown, Byrne, etc. Badoer, avec Fiorano, a clairement contribué au succès de l'équipe. On pense à lui pour son intérim malheureux de 2009, mais il a beaucoup contribué et c'était un très bon pilote, champion F3 92 devant Barrichello d'ailleurs, et qui avait Maurizio Arrivabene comme manager apparemment. Donc, d'accord. Mais oui, Luca Badoer, juste pour un petit mot, effectivement, on se moque de son passage catastrophique en 2009. La réalité,
c'est que Luca Badoer, c'était un cadeau qu'on lui a fait. Vraiment, Ouais. c'était un cadeau parce que Ferrari ne jouait rien. Ils avaient rien à gagner, rien à perdre, parce que s'ils avaient voulu trouver un autre pilote, s'ils avaient voulu Fisichella, ils l'auraient pris bien avant. S'ils avaient voulu, je sais pas qui, ils l'auraient eu bien avant. Non, ils se sont dit, bon, bah, on a Badoer, bah, on va mettre Badoer. Et puis, c'était une forme de récompense pour toutes ces années de service, parce qu'effectivement, et je veux dire, Marc Gené est encore aujourd'hui chez Ferrari. Encore Mais bien sûr, tu le vois pas dans le garage, on le voit souvent il fait des roulages des fois, des roulages historiques. On le voit souvent avec les pilotes en train de discuter, je sais plus quel rôle il a, mais Marc Gené est encore chez Ferrari. Je vois Fisichella parfois, mais c'est ça que j'avais oublié pour Gené. Et Gené qui, j'avais lu que Montoya, qui était pilote d'essai chez Williams, de 2001 à 2000. Bah avec Gené, 4, et il a dit que le fait qu'ils aient perdu Gené pour Ferrari d'ailleurs, ça a un peu contribué à la baisse de Williams, parce qu'il avait eu un bagage technique qui avait beaucoup aidé en essai. Et Schumacher, là je suis revenu dessus parce que j'avais un article qui en parlait, j'avais oublié. C'est au point où Schumacher a tellement roulé à Fiorano qu'il a eu sa chambre personnelle dans l'ancienne maison d'Enzo Ferrari. Parce qu'il est resté tellement longtemps que, histoire d'être posé, d'avoir un œil sur les essais, il avait sa chambre à lui, carrément. Il y a un système qui s'est créé et cette abnégation de Schumacher, qui en plus n'hésitait pas à payer les pizzas au mécano qui restait jusque tard le soir, ça a contribué, je crois que le docu Netflix en parlait aussi, ça a vraiment aidé déjà ça, l'abnégation, à ce que l'équipe avance, et aussi à ce qu'il y ait une relation de confiance, de respect et d'affection entre eux. Schumacher qui connaissait tous les mécanos par leur prénom, etc. Il faisait déjà ça chez Benetton d'ailleurs. Et tout ça a créé une ambiance hyper positive, enivrante, et qui a amené l'équipe vers le haut. 98, c'est peut-être la première, enfin 97, que dis-je, la première fois où Schumacher peut jouer le titre, mais mettons de côté ce final tant polémique qui lui a valu une disqualification, encore une fois, et je vais dire la même chose pour 98, y aurait-il eu des chances de titre pour Ferrari sans un Schumacher dans la voiture? Il y avait clairement un leadership prononcé, surtout 97, qui on regarde, Irvine n'était nulle part, pour le coup. Donc 97, je pense qu'on peut vraiment le dire. 98, Irvine commençait enfin à être régulier. McLaren a plus pêché par fiabilité. Il y a eu quelques courses qui ont été en faveur de Schumacher, pour le coup, qui ont un peu réduit l'écart entre les deux. 97, c'est un peu le Alonso 2012 en comparaison. Vraiment que si ils ont lutté le titre, c'est Schumacher qui a tiré vers le haut, sachant que d'abord Williams avait dominé durant le premier tiers, mais seulement le premier tiers, j'insiste là-dessus. Et après, tu as eu des variations selon où est-ce que Goodyear marchait ou pas. Voilà, parce que tu avais des courses, je veux dire, c'est que à la pluie, tu avais Benetton qui marchait bien, mais à fort appui, ils étaient nulle part. McLaren a commencé à venir en fin de saison. Tu avais des circuits où Bridgestone marchait très bien, il en Hongrie, sur la Rose, ou Trulli sur la Prost en Autriche. Donc, en 97, c'était vraiment une saison très particulière, où il y avait, à un moment donné, t'avais pas de vrais favoris, pour le coup. Et en effet, un peu comme, je vais dire un peu comme pour 2012 pour une bonne partie de l'année, jusqu'à ce que Red Bull reprenne sur la fin. Et du coup, Ferrari et Schumacher a tiré une partie de ça. 98, il y a eu un peu plus de chance ici et là, mais après c'est vrai que voilà, il fait partie de ces pilotes comme Alonso, comme Hamilton, comme Verstappen, qui peut compenser, et c'est pas donné à tout le monde, certaines faiblesses. Bah, toujours à la limite de la voiture, et j'ai envie de parler d'un aspect qu'on n'a même pas pris la peine de mentionner, tu vois, qui leur vaudra leur premier titre au Japon en 2000. Mais là, je vais parler du Grand Prix de Hongrie 98, parce qu'on parle beaucoup de Japon 2000, de Manicourt 2004. Oui, mais Budapest, c'est une des masterclass stratégiques et symbiose parfaite entre Brown et Schumacher, entre ce que Brown demande et ce que Schumacher peut faire. Exactement, parce que on parle de Ross Brawn en tant que, naturellement, un grand ingénieur, mais chez Ferrari, il a brillé par sa vision de course et ses appels stratégiques vraiment absurdes. Alors, enfin, absurdes, oui et non, parce que... Osé. Voilà, on va dire ça, parce que on était du coup sur une saison 98 où, en début d'année, c'est une domination sans partage des McLaren de Häkkinen et Coulthard, mais Schumacher, si jamais il lui venait à l'idée de faire
un Grand Prix avec 70 tours de qualification consécutifs, il aurait peut-être une chance de les battre en faisant un arrêt supplémentaire, en lui mettant moins d'essence dans la voiture. Et c'est là que la magie a opéré, parce que souvent, je sais plus qui disait, peut-être même Häkkinen disait lui-même, qui est le plus rapide entre Schumacher et toi? On dirait, c'est Häkkinen le plus rapide. Mais par contre, Schumacher, le truc chiant avec lui, il est peut-être pas le plus rapide, mais sur une course, c'est lui qui va faire le plus de tours de qualification consécutifs. Et c'est là vraiment où Schumacher s'est illustré dans la Ferrari et où Ross Brawn en a parfaitement tiré profit. Il y a un switch de stratégie de 2 à 3 arrêts en cours de course, mais il me semble que pour Monaco 2004, les 4 arrêts c'était prévu juste avant le départ, je crois. Je suis pas sûr, mais pour Hongrie 2098, c'était en cours de course. Et je crois que Brawn lui a dit il faut gagner quelque chose comme 30 secondes en 25 tours. Et Schumacher il a répondu merci beaucoup parce qu'il savait qu'il allait en chier. Ça me rappelle un peu, toujours en Hongrie, Hamilton en 2019, qu'on arrête à 20 tours de la fin. Oui, mais j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, Hamilton avait également cette symbiose avec Mercedes. Et quand il a réussi ça, je me suis dit, ouais, ça m'a rappelé ces années-là avec Schumacher. Et ensuite, en 99, on a la blessure malheureuse. Ensuite, la victoire face à la McLaren de Häkkinen en 2000, c'était, moi je veux dire, c'est ma première vraie saison que j'ai suivie et c'était une très très belle saison l'année 2000. Je m'en souviens bien, ouais. Alors on n'a que 4 vainqueurs différents, 2 constructeurs, mais c'était une lutte intense en termes de développement, en termes de qui serait le plus fort. Et ensuite, en 2001-2002, il n'y a plus vraiment de rivaux. 2004 non plus. Et 2001, je crois que c'est l'année où il fait que des podiums. 2002. 2002 où toute l'année sans abandon, moins bonne place, 3e en Malaisie. Et encore parce qu'il s'est accroché avec Montoya au départ. Donc voilà, et 2003, un petit mot rapide, parce que c'est peut-être une saison où il a eu le plus de concurrence sous ses terres, mais pas mal faussé par une FIA interventionniste qui a essayé de changer au fur et à mesure de la saison les réglementations pneumatiques avantageant un coup Michelin, un coup Bridgestone, et ça nous a donné une saison géniale, mais incompréhensible en même temps. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, ils ont changé la réglementation sportive pour relancer l'intérêt après une saison 2002 qui était chiante à mourir. Donc avec le barème au début premier, l'interdiction, gros guillemets, interdiction des consignes d'équipe, la qualif sur un tour, etc. Donc ça c'était plus pour relancer l'intérêt plutôt que contre Ferrari. Ensuite, faut savoir que la F2003 GA, également magnifique, était un peu trop poussée aérodynamiquement et du coup qui avait des soucis de refroidissement. On avait Michelin qui a pu refaire son retard sur Bridgestone en faisant des pneus pour chaque équipe qui avait des pneus qui marchaient très bien sous forte chaleur, contrairement à Bridgestone. Et en 2003, on a eu une canicule, pour ceux qui s'en rappellent, qui était étouffante. Donc ça avait joué. Et le seul changement, c'était le changement pneumatique sur la bande de roulement avant qui se déformait en cours de route. Et ça qu'ils ont changé ça en cours de route à Monza, juste avant Monza, comme par hasard au moment où Ferrari était au plus mal. Donc c'est vrai que là il y a eu du jeu politique et c'est le seul point que je regarde de 2003 qui était sinon une saison fantastique, c'est ma saison préférée personnellement. Mais après Michelin a admis que ça a pas tant influé sur leur performance parce que Monza c'était un circuit qui convenait moins à leurs pneus aérodynamiquement. Et en plus, Montoya était proche de Schumacher, du coup, il était pas trop loin non plus. Et Indianapolis, t'avais la pluie. Et la pluie, à ce moment-là, Michelin était en retard. Clairement. Donc, c'est plus ça qui a joué qu'autre chose. Le changement de réglementation, c'était plus de l'intox politique qui a un peu pourri l'atmosphère, mais ça a pas influé sur les résultats en piste. C'est un petit, parce que j'avais fait un article assez complet sur ça, parce que je m'en souviens très bien de comment c'était à l'époque, ça m'avait fasciné, et j'avais écrit pour France Racing là-dessus, non, en me renseignant et en regardant les sources à l'époque, non, ça a pas eu une incidence, c'est pas la même chose que par exemple le mass dumper pour Renault 2006, où là clairement il y a eu un avant, un après. Là c'était plus insidieux, on va dire. Mais après, Todd qui avait menacé de faire disqualifier, etc., en ressortant un article du règlement, donc il y avait le jeu de si je gagne pas, on va essayer de faire un peu autrement. L'intox que
Mercedes et Red Bull ont fait toute l'année 2021 et qui à un moment donné voilà, c'était un des éléments qui nous a dit que la saison se finisse, vous nous fatiguez. Ouais. Donc voilà, se terminent les 5 titres consécutifs de Michael Schumacher, 6 titres consécutifs constructeurs pour Ferrari. C'est la plus belle période de l'histoire de Ferrari, ironiquement celle où ils ont le moins collé à la caricature qu'on leur donne. Et on a peut-être atteint l'apogée de cette série d'épisodes parce que maintenant on va passer à la suite et ça va être un petit peu plus compliqué. On abordait le cas Stefano Domenicali avec le départ de Jean Todt. On a eu le titre constructeur en 2008. Le titre pilote qui a été perdu à la dernière course, parce que faut passer maintenant à ce que je qualifie d'ère moderne. Je me permets de qualifier d'ère moderne, parce que le prochain pilote qu'on va aborder, il est encore sur la grille aujourd'hui. Le rookie. Le rookie. Alors, on va aborder du coup la saison 2010 pour commencer par là, à savoir que en tant qu'ère moderne, ils sont 3 à être encore sur la grille, Hamilton, Hülkenberg et Fernando Alonso, double champion du monde, qui, après un titre perdu en 2007 pour 1 point et 2 saisons à galérer dans une Renault ING catastrophique, Alonso était plus que ravi de se barrer de là et il arrive chez Ferrari où il exprime, et encore aujourd'hui, il l'a toujours fait, beaucoup de révérence envers Schumacher, oui. Même si pour lui, il a grandi en courant après les images de Prost et Senna à la télé, parce que c'était pas diffusé à son époque. Il a toujours dit qu'il était admiratif de ce que Schumacher avait accompli chez Ferrari, que pour lui, d'avoir gagné ces titres alors que Schumacher était là, c'était pour lui une satisfaction sans pareil. Et il prend la relève. Bon, 15 ans plus tard, quel bilan en tirer ? Un des plus gros what-if, je veux dire, pour le coup, quand on parle d'occasion manquée pour Alonso, du fait qu'il aurait dû avoir plus de titres, c'est avec Ferrari. Je veux dire, un affectif avec Ferrari qui aurait voulu en avoir un, pour qui c'est plus très dramatique. Mais Alonso, voilà, ça aurait dû, clairement, et on en parlait avec Schumacher, c'était un de ceux qui hausser le niveau de jeu de Ferrari, on en parlera de 2012, mais on se dit que cette association aurait dû marcher, aurait dû aboutir, et à chaque fois ce n'est pas arrivé. Et je pense que l'association avec Ferrari, c'est ce qui est le plus symbolique, ce qui illustre le mieux la frustration par rapport à l'écart qu'il y a entre le talent d'Alonso et son palmarès, certes bien complet quand même, lui-même l'a dit plus d'une fois, quand même une 30aine de victoires, 2 titres mondiaux, beaucoup auraient aimé en avoir, et beaucoup de pilotes illustres de Ferrari auraient aimé avoir ça. Mais voilà, il y a toujours ce manque, ce côté de ça aurait dû, et chacun aura cette année, pour certains c'est 2010, pour certains c'est 2012, de se dire en y repensant, mais pourquoi c'est pas arrivé? Avec le recul et selon les moments, et quand j'analyse la chose, je relativise un peu, même si voilà, moi qui aime beaucoup Alonso, si j'ai un pilote préféré dans la grille, ce serait lui, même si j'en ai pas un définitif comme quand j'étais petit avec Villeneuve. Là, ce sont des saisons intéressantes à aborder, même si on va pas non plus être trop dans le détail parce qu'on a encore Vettel derrière. Mais ça montre justement à quel point Ferrari a changé, et moi c'est un truc que je disais déjà à l'époque, mais je le dis encore aujourd'hui. Schumacher à la place d'Alonso et Vettel n'aurait pas gagné non plus. Parce que Ferrari n'était plus le même Ferrari qu'avant, et qu'on avait un Ferrari plus désordonné, un peu plus, je vais pas dire nonchalant, mais pas aussi avec pas autant d'abnégation comme il y avait avec Schumacher. Quand on dit que 2 titres, c'est parce que on ne peut pas s'empêcher, quand on voit l'Alonso de 2003 à, je vais dire, 2013, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est un pilote qui aurait mérité d'être l'égal statistiquement d'un Nelson Piquet, d'un Ayrton Senna, sans dire que non plus il aurait mérité d'aller chercher un Fangio ou quoi, mais il avait ce truc spécial
qu'aujourd'hui, on sait même plus s'il a ce truc spécial tellement que ça fait longtemps. On a eu des éclats avec Aston Martin l'an dernier et même encore cette année, et chez Alpine bien sûr, mais on est là à se demander, est-ce que c'est les restes de ce qu'il a été quand la voiture marche, ou est-ce qu'il est toujours là? Parce que l'Alonso des années 2000, début 2010, c'est unique. Et pour en parler, la relation commence très très bien avec une victoire à Bahreïn, même si y a un doublé, et que sur le doublé, il y a le deuxième qui tire vraiment la gueule. Et ça va même permettre de toucher un petit mot sur Felipe Massa qui a embrassé le statut de larbin comme rarement dans l'histoire de Ferrari. Oula. Mais il se l'est contraint par lui-même, le pauvre. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que Alonso, je veux dire, quand tu l'entends, pour lui, il n'arrête pas de progresser. Il dit qu'il est un meilleur pilote que durant ces années de chez Renault. Et c'est un qui est un perfectionniste, qui trouve toujours le moyen de s'améliorer. C'était même son objectif, d'être le pilote le plus complet. Là, il avait un honneur de pouvoir dire qu'il est bon partout ou de ne pas avoir une faiblesse précise pour le coup. Et même déjà avant qu'il là chez Ferrari, tu avais des gars comme Briatore ou d'autres qui disaient que sous la pression, Alonso était meilleur que Schumacher. Schumacher était excellemment bon pour maximiser ses qualités et minimiser ses faiblesses, mais il y avait quand même des moments de craquage en piste, notamment sous la pression, un peu dans le même genre que Verstappen aujourd'hui, à se dire je suis en difficulté, je te fous dans le mur. Il y avait un peu ça. Alonso, je parle vraiment d'un point de vue pilote de course, la faiblesse, la plus grosse faiblesse qu'il ait, c'est soit un tour où Button disait que Lewis était meilleur en comparaison. Je suis d'accord, mais pas au point où on se dise que c'est vraiment un retard comme par exemple Prost, vous l'avoir, et encore comme je dis, lui c'était calculé. Mais Alonso, le plus gros regret, tu disais par rapport à tout ce qu'il a, qu'il aurait pu avoir plus, Alonso est censé être le successeur de Schumacher. On parle d'ère Schumacher, d'ère Hamilton, maintenant ère Verstappen. On aurait dû avoir une ère Alonso. C'est ça le plus gros regret. Ça aurait dû être la nouvelle référence. Et c'est lui, en plus, qui a battu Schumacher en 2006 pour sa dernière année. Le passage de témoin était parfait. Et lui-même se disait, j'ai battu Schumacher au moment où il était encore à son meilleur. Donc, ça aurait dû se passer ainsi. Et 2007 est symptomatique vu que il s'est confronté à celui qui allait devenir la nouvelle référence du plateau, même si c'est venu un peu plus tard. Il y a quand même eu Vettel entre-temps il y a une ère un peu embryonnaire où Vettel l'était par défaut, mais sans l'être de façon aussi franche que Hamilton l'est devenu. Quand tu revois les moments d'histoire, Clark, Fangio, Hamilton, Verstappen, c'est défini. Vettel, c'est un peu entre les deux, un peu comme pour Stewart ou Lauda à leur époque. Tu vois, on cherche un défaut à Alonso, il a un gros défaut. Et ce défaut, on le trouve pas en piste. C'est pour ça que j'ai dit pilote. C'est pour ça que je vais insister sur le côté pilote. Et ce plus gros défaut qu'il a, malheureusement, c'est dans la mauvaise équipe que ça s'est présenté. Mais ça ne s'est pas présenté tout de suite, donc on y reviendra. Comme je dis, il gagne à Bahreïn, doublé Ferrari, et pourtant, c'est un doublé que Red Bull / Renault leur ont offert. Une bougie qui a cédé chez Vettel. Et on se dit, bon, c'est pas grave, elles étaient juste là, les Ferrari, quand même. Et pourtant, la prochaine victoire Ferrari, va falloir la chercher 10 Grands Prix plus tard. Et entre-temps, on a eu du Alonso qui finit 6e, qui finit 8e, au point où on oublie même que Alonso et Ferrari sont là dans la saison. Quand même symptomatique d'une Scuderia Ferrari qui n'est pas à la hauteur des attentes face à Red Bull et McLaren. Après, le Ferrari qui a quand même du retard en 2009, et du coup, Alonso, avant la saison, il s'attendait pas à forcément viser le titre. Bon, même s'il il disait que la F10 c'était la meilleure voiture qu'il ait jamais eue à l'époque. Et bon, en même temps, la meilleure. Oui. Mais bon, en même temps. À chaque intersaison, il a la meilleure voiture qu'il a jamais eue. Mais bon, voilà, je veux dire, Alonso a autant de meilleures voitures, de meilleures courses de sa vie que Hamilton a de meilleurs fans. Donc, voilà, quand tu fais le compte, vraiment, ça devient, c'est un running gag. Moi, ça me fait beaucoup rire.
Donc, mais à la base, Ferrari, je pense pas qu'il visait tant que ça le titre. Je pense qu'il voulait déjà faire mieux, pour le coup. Mais c'est ça qu'il y avait beaucoup de gâchis. Mais faut y penser, parce qu'on pense au gâchis. Quand on pense 2010 et gâchis, première course à laquelle vous pensez, c'est Abu Dhabi. Voilà, on pense à cette stratégie. Mais Alonso n'a pas été irréprochable. Il a fait quelques bêtises qui ont coûté pour le titre, sachant qu'il y a eu très peu de points qui ont séparé Vettel et Alonso. Donc je suis entre les deux. Je regrette en tant que fan d'Alonso, mais je suis pas c'est pas le titre où je suis le plus à me dire t'aurais dû être lui, bordel. Et du coup, auquel tu penses? Question pas du tout rhétorique. Bah oui, 2012, d'un côté, je le regrette profondément parce que c'était sa meilleure année, il l'a dit lui-même. C'est vraiment comme pour Schumacher en 97 ou d'autres cas, Alonso qui amène la Ferrari. Mais vu que la Ferrari n'a jamais été la meilleure voiture et était nulle part durant le premier tiers de saison, c'est miraculeux qu'il soit en lutte pour le titre. Le fait même qu'il soit en lutte jusqu'à la dernière course et qu'il échoue que pour 3 points, rien que ça, c'est une histoire fabuleuse. Donc je me dis, même si évidemment j'étais dégoûté, même si évidemment j'aurais voulu qu'il ait ce titre, même si je considère qu'il a fait une meilleure saison que Vettel, comme des journalistes anglais qui disaient qu'il non seulement il a fait une des meilleures saisons de sa carrière, mais une des meilleures saisons pour un pilote tout court, quoi. Comme quoi les Anglais ne sont pas toujours sévères envers vous, Monsieur Alonso. mais ouais, donc la frustration est parce qu'il a tellement donné et tellement ravi aussi. La Malaisie vient de nulle part. Valence est d'autant plus émouvant par rapport au contexte d'une Espagnole qui était en crise économique et il partait de loin. Et voir Alonso en larmes, c'était rarissime pour le coup. Donc on se dit c'était vraiment quelque chose de spécial. En plus du podium de ses 200 anciens rivaux et d'un ingénieur Ferrari qui a collaboré avec les trois. Monsieur Stella qui est maintenant chez McLaren. Non seulement c'était beau d'un point de vue performance pure, mais aussi d'un point de vue atmosphère donnée, vraiment David contre Goliath. C'était le tout dans une saison qui était magnifique en soi en plus, et dont tu as ressorti la rétrospective excellente au demeurant sur YouTube, allez la voir. Donc elle est monétisée, allez la voir. donc d'un côté, oui c'est celui que je regrette le plus, mais je me dis, vu le retard qu'il y avait, même si c'était compensé à partir de Barcelone, parce que il y en a qui disent qu'il avait un veau, qu'il a mis une voiture de vinyle gris pour le titre. Non, non, les premières courses, les 5 premières courses, je crois les 4, ouais, donc Australie, Malaisie, Chine, Bahreïn, mais à partir de Barcelone, c'était voilà, il a été beaucoup plus au niveau. Il faisait des podiums régulièrement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas vraiment de champion déméritant et Sébastien Vettel bien sûr, aussi été incroyable. On parle de la victoire émouvante à Valence. Jamais il la gagne si il y a pas Red Bull, c'est Red Bull qui lâche. Oui, bien sûr. Et il a aussi une panne à Monza, je crois. Un point que j'ai envie de souligner, enfin, Alonso, la seule raison pour laquelle il était en lutte pour le titre cette année-là, c'est que les 8-9 premières courses n'avaient aucun sens. Oui, merci Pirelli. Pour te dire, Pastor Maldonado, qui finit 15e du championnat, a gagné une course. Ouais. Le 15e du championnat a gagné un Grand Prix. Alors, c'est Pastor Maldonado. Mais après, t'as Nico Rosberg. Il finit 9e. Il a gagné un Grand Prix. Quand on a vu des statistiques comme ça, faut remonter à 82 pour voir des trucs comme ça. Pour voir des pilotes aussi bas classés qui a gagné un Grand Prix. L'équivalent, je pense que ça serait Fisichella en 2003, qui était 12e, 13e. Ouais, voilà, qui devait être très loin, et encore, là, on en a 2 qui sont au-delà du top 8. J'allais dire, donc, en 2012, quelque chose que je souligne un peu, justement, dans la sublime rétrospective de la chaîne Formule Blabla, que tu as mentionné, c'est que Alonso, déjà, il devient le premier pilote à gagner plus d'une fois dans la saison, et il faut attendre la 8e manche, et il devient le premier pilote à gagner 3 Grands Prix 2 courses plus tard. Donc, faut savoir que à la mi-saison, donc au 10e Grand Prix de la saison, il y a Alonso qui a gagné 3 courses, Mark Webber qui en a gagné 2, j'aime le rappeler. Et c'est-à-dire tous les autres, c'est une victoire, une pour Hamilton, une pour Vettel, une pour Rosberg, une pour Maldonado et une pour Button. Et tout se fait vraiment sur les 6 dernières courses, parce que
Red Bull arrive avec des améliorations à partir du Japon ou de la Corée, je sais plus. Et faut voir, hein, à Abu Dhabi, on pensait que ça allait être un grand coup pour Alonso parce que Vettel part de la voie des stands, Vettel finit 3e. Ceci étant dit, Alonso, ça ne s'est pas fait. Ça se termine très mal. Parce que je crois qu'il y a eu un point de rupture en fin 2012. Alors, je sais pas si ce serait fin 2012 pour le coup. Parce que, déjà, faut rappeler un truc, c'est que tu parles du développement, c'est un point que Ferrari a constamment pêché. En dehors du fait qu'ils ont bien corrigé la F2012, c'est à mettre leur crédit, clairement. Ils l'ont corrigé, mais ça a tenu 5 courses, si je peux permettre. Mais ils n'ont jamais su aller jusqu'au bout. En fait, il faut savoir que ils ont une soufflerie, ils ont carrément fermé leur soufflerie durant toute la saison 2013. Et ils ont du coup utilisé celle de Toyota, comme McLaren l'a fait pendant longtemps, parce que la corrélation, un terme qu'on voit souvent, entre ce que disaient les données et la piste, ne se vérifiait pas. Et ça s'est fait constamment durant les saisons d'Alonso. Et j'ai même retrouvé une phrase en 2012 pour Alonso, et qui bizarrement n'a pas été reprise par Ferrari. Il faudrait que je la retrouve, mais parce que mais il disait que là, où il se plaignait du développement. Il a dit, dans les autres équipes, il y a peu de paroles, mais beaucoup d'évolution, alors qu'ici, nous avons beaucoup de paroles, mais très peu d'évolution. Ouch. Il est beau. Voilà. Mais a priori, Ferrari ne l'a pas repris. Par contre, en 2013, on a commencé à le reprendre, parce qu'en 2013, Red Bull a dominé à partir du moment où on a changé la structure des pneus Pirelli après les suicides des gommes à Silverstone. Mais faut savoir qu'après la Hongrie, quand on lui a demandé quel cadeau il voulait pour ses 32 ans, il a dit qu'il voulait une voiture comme les autres. Donc comprendre une voiture comme ceux qui dominent. Et c'est là où Montezemolo l'a repris à l'ordre. Et c'est là où on peut commencer à sentir que le fait qu'Alonso commence à parler, ses performances n'excusent pas tout, pour le coup. Et le fait un peu dans la même logique que Leclerc mis aux côtés de Vettel en 2019, le fait qu'on mette Raikkonen à ses côtés, qui était alors d'une régularité exemplaire chez Lotus, à la place de Massa qui était docile. Je rappelle qu'on a carrément changé le scellé de la boîte de vitesse de Massa à Austin 2012 pour qu'il prenne une pénalité pour que Alonso soit du côté propre de la piste. Mais ouais, donc 2013, c'est l'année où on a commencé à ne plus être autant fan d'Alonso. Et Montezemolo a commencé à sentir que Alonso commençait à être moins solidaire pour le coup, et a commencé à chercher ailleurs, sachant Massa, vu ses performances autour de 2012, il y a eu des rumeurs selon quoi il aurait pu être remplacé. Kubica apparemment était le mieux placé avant son accident, et Alonso aurait bien aimé vu qu'il était très pote avec. Mais là, on a fini par le garder parce que Alonso avait un peu son mot à dire là-dessus. Je crois pas que c'était écrit dans le contrat, je pense pas. Mais je pense qu'il avait quand même une certaine influence. Voilà. C'était pas au point de Schumacher qui avait un statut de numéro 1 défini, mais il avait un peu son mot à dire, tout comme Vettel a un peu insisté pour que Kimi reste, parce que ça l'arrangeait bien. Mais le fait qu'on mette Kimi en 2014, c'était pour dire à Alonso, tu sais, si tu continues à râler, on peut trouver quelqu'un d'autre qui marche très bien. Donc, vas-y, essaie toujours. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, Ferrari commençait à se lasser, Alonso commençait à se lasser. Alonso, il a dit plus tard que il commençait à avoir des doutes fin 2013 pour le coup, et le fait que Ferrari rate la réglementation technique et que le moteur Ferrari ne soit pas encore au niveau, ça l'a confronté pour dire ok, il va falloir que je m'en aille. Je l'ai oublié, mais en 2014, j'ai envie de dire qu'il sauve Ferrari de l'humiliation parce que il marque 80% des points de l'équipe, je crois, enfin quelque chose comme ça. Raikkonen c'est 55, Alonso c'est 161. Bon, ça fait du 75%. C'est assez désastreux, mais s'achève donc le mariage et pour le remplacer, qui de mieux que le concurrent direct de Fernando de 2010-2012. Je me rappelle, en ligne et dans les médias, ça avait suscité plein de débats entre ceux qui disaient qu'Alonso, dans tous les cas, il n'avait pas la carrure d'un Schumacher et même peut-être le talent pour faire gagner Ferrari. Et au final, est-ce que Vettel
qui est plus calme, qui était connu pour être plus en adéquation avec ses ingénieurs, tout ça, pour être très travailleur aussi. Hein. Vettel, il était réputé pour le temps qu'il passait à analyser ses télémétries, tout ça. Bah, est-ce que c'est pas ce qu'il fallait à Ferrari? Et c'est sur cette question que nous allons dire 10 ans plus tard que non. Parce que... Déjà 10 ans, bordel. Merde. Ouais, là, je viens de le constater en le disant. 10 ans, c'est rigolo. Et pourtant, ça commençait bien aussi. Hein. 2015, deuxième Grand Prix, superbe stratégie, où il bat les deux Mercedes avec un arrêt de moins. Il gagne la course, et on a cette magnifique image de ses yeux humides sur le podium, entendant le générique de fin qu'il a entendu toute son enfance avec l'hymne national. Oui, oui, parce que pour moi, l'hymne allemand et l'hymne italien, c'était le générique de fin de la Formule 1 à l'époque. 3 victoires contre les dominantes Mercedes, donc les 3 seules victoires non Mercedes. J'allais le dire, ouais. Ça commence vraiment bien. On se dit, on a l'impression de revoir le Vettel de la grande époque, parce qu'on rappelle que 2014, il se prend une claque quand même par un Ricciardo. J'en profite pour le placer, hein, tant qu'on est un peu sur l'actualité. Faut savoir, hein, pour les petits nouveaux, que Daniel Ricciardo, quand il arrive face à Sébastien Vettel, on disait la même chose de lui que ce qu'on dit de Liam Lawson quand il va affronter Verstappen. Donc faites gaffe. mais en plus, Vettel sort de 4, Verstappen sort de 4 titres, en plus. Verstappen sort de... purée. Oh là là. Donc, mais ça, et en plus, on voit que Red Bull est en fin de règne. Donc, du coup, ça m'a traversé l'esprit de me dire, est-ce qu'on pourrait, malgré tout, avoir une répétition? Je trouve ça amusant. Je ne pense pas, mais des choses plus bizarres sont arrivées en F1. Bah écoute, moi je t'annonce, doublé pilote Mercedes au championnat, Norris devant Piastri bien sûr, hein, donc McLaren Mercedes, mais ça reste des Mercedes, et Lawson 3e du championnat, voilà. Hein, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, par ailleurs. Notez-le. Mais ouais, le truc c'est que Vettel, c'est un qui pour lui c'était plus un rêve de rejoindre Ferrari. Il a grandi avec Schumacher et Schumacher était un peu son mentor aussi, donc du coup ça a aidé. Et puis en plus Schumacher qui a couvé Vettel, Schumacher il a soufflé le nom de Vettel déjà avant que Alonso rejoigne l'équipe. Et donc l'idée était déjà dans la tête de longue date. Et en tant que sentimental, côté plus proche des mécanos, plus reconnaissant, non pas qu'Alonso ne l'était pas, mais je pense qu'il était il était plus comme Senna à dire merci par ses performances. Là où Vettel avait plus une dynamique plus proche de Schumacher. C'est vrai qu'on a pu penser que du coup, là, ça allait marcher, là, ça allait coller. Mais Ferrari n'avait pas corrigé les erreurs qui dataient de l'époque Alonso. Et le fait qu'on ait deux dynamiques différentes, pas opposées non plus, parce qu'on a quand même deux gros perfectionnistes, mais un peu différentes, et qui échouent tous les deux, ça montrait que c'était pas tant les pilotes qui ont échoué, même si Vettel a un peu plus de responsabilité, mais Ferrari. Si les deux échouent, et je répète ce que je disais tout à l'heure, Schumacher, avec cette Ferrari-là, cette équipe Ferrari-là, n'aurait pas réussi non plus. Et d'ailleurs, Schumacher, techniquement, je rappelle, a mis 4 ans avant d'avoir un titre. Ouais. Parce que, au début, il n'y avait pas encore le Ferrari fait pour gagner, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Mais c'est vrai que 2015, ça faisait plaisir parce qu'on voyait un peu le vrai Vettel. Parce que jusqu'avant, chez Red Bull, on avait un peu le produit Red Bull que Red Bull voulait voir. Chez Ferrari, on voyait un peu celui qu'on a découvert plus tard, en fin de carrière, chez Aston Martin, le gars avec qui on pourrait prendre une bière ensemble, etc., qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, qui est plus détendu et qui on a vraiment et ça a vraiment donné un air frais pour une saison qui était quand même assez merdique, disons-le. C'est une des pires saisons de l'époque Mercedes. En plus, Rosberg, il était abattu, mais c'était un chien battu sur les 3 quarts de la saison. C'était insupportable à regarder.
il traînait la patte comme pas possible. Même Vettel a failli le battre au championnat. Mais Oui, par j'avais contre, oublié, mais en effet. 2015, moi j'avais envie de parler du Mexique justement parce que certes, Vettel se met dans le mur, hein, si ma mémoire est bonne. Même à 0 pointé, parce que t'as Kimi qui s'est accroché avec Bottas. Oui, oui, oui. Il y a la conférence de presse post-qualif où, naturellement, hein, comme d'hab, Rosberg Hamilton tire la gueule et on dit à Hamilton qui est deuxième, bah, est-ce que t'as des plans pour demain prendre la tête tout machin? Et là, il y a Vettel qui fait, bah, peut-être vous pouvez vous accrocher tous les deux, Oui, juste vous je m'en pousser rappelais. dehors comme ça, moi je peux passer, tu vois, et qui rigole un peu. Et t'as les Ouais. deux autres qui osent même pas rigoler, tu vois, même pas un petit Mm. sourire de politesse. C'était trop bien d'avoir Vettel qui était purement chaotique Ouais. dans ses Attends, conférences de presse. Mais c'est vrai qu'au début, ça partait bien. Mais dès 2016, ça a déjà commencé à s'enrayer un peu, parce que 2016, aucune victoire. Mais Ferrari est la troisième force. Et je me suis replongé un peu dans 2016. Il a fait plus de bêtises que ce que je m'en souvenais, Vettel. Vettel a fait une très mauvaise saison en 2016. Ouais, j'avais oublié. Parce qu'on pense à ses erreurs de 2018, surtout. Moi, c'est toutes celles que je retiens. Non. Mais 2016, c'est vrai qu'il y avait un côté nerveux, etc. Au point d'aller insulter Charlie Whiting au Mexique, hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais tu sais, moi, j'ai envie justement de remonter un petit peu le temps, parce que là, on a parlé de ce qui est beau. Vettel qui gagne avec Ferrari, qui se découvre une nouvelle personnalité. Et pourtant, c'était pas beau du tout, parce que Vettel, fin 2014, il a posé ses gants, il les a rangés, et il va pas continuer avec Red Bull. C'est pas officialisé, mais il va pas continuer avec Red Bull, il veut arrêter. Et là, il y a Luca Di Montezemolo, le monsieur qui a fait venir, qui a gagné avec Niki Lauda, celui qui était derrière Jean Todt, qui vient voir Sébastien Vettel et qui lui dit « Est-ce que tu veux venir rouler pour Ferrari ?» Ils ont un entretien tous les deux, ça se passe très bien. Di Montezemolo est charmé. Vettel, naturellement, était conquis d'office, donc il se retrouve une motivation. Et quand il arrive à Maranello, Luca Di Montezemolo n'est pas là. Oui. Oui. Et il se retrouve avec un Maurizio Arrivabene avec lequel il ne va jamais s'entendre. C'est vrai, c'est ce que Parce j'avais que revu depuis. Maurizio Arrivabene est resté un grand fan de Kimi Raikkonen. Il veut que Kimi Raikkonen, qui est le dernier champion Ferrari, À ce jour, vous voyez, encore à ce jour, eh ben, il veut lui faire décrocher un deuxième titre. Et naturellement, Vettel se découvre un environnement hostile après avoir passé toute sa carrière dans un environnement qui le chouchoute et le dorlote. Là, il se retrouve un petit peu seul. À côté, il a un Kimi Raikkonen avec lequel il s'entend très bien. Hein. Raikkonen, de toute façon, c'est pas le pilote avec lequel on a des problèmes. Mais un Kimi Raikkonen qui est réputé pour en avoir, mais rien à carrer des affaires politiques. Et d'ailleurs, il y a même moyen que si Raikkonen, au contraire, était un animal politique, ait fini par prendre l'ascendant sur Vettel, parce que, justement, il aurait profité un petit peu de cet avantage et Raikkonen n'en a rien fait. Bien sûr. Vettel a continué à très bien piloter. Je trouve qu'on sous-estime énormément le travail de Raikkonen dans sa période Ferrari face à Vettel parce que il a très souvent, on lui a très souvent donné des stratégies décalées. Monaco 2017 me reste en travers de la gorge. Oui. Au point où même des fois on se demandait mais est-ce qu'ils avaient conscience qu'il était encore là en piste? Il servait presque de larbin. Mais d'un autre côté, il y avait presque je me demande s'il n'y avait pas aussi une volonté d'essayer de profiter de circonstances de course avec la deuxième voiture plutôt que d'essayer de maximiser le résultat d'ensemble. Parce que je sais pas si tu te rappelles de l'époque, parce qu'il y avait déjà des mèmes sur la Formule 1, c'est juste que la Formule 1 n'était pas sur les réseaux sociaux. Il y avait tous ces mêmes Raikkonen. D'ailleurs, je me rappelle d'une vidéo qui était faite où on voyait Raikkonen violet secteur 1 en Q3
violet secteur 2 Q3, tu vois. Secteur 3, il sort de la piste, il se qualifie Oui. 5e. Oui, il a raté une dizaine de qualifs. Oui, Et ensuite, ça me revient. En course, c'était pareil. T'avais Raikkonen, même animation, tu vois. T'as les autres qui tracent tous, tout ça, machin. Ok, Kimi, il reste 10 tours. Ok, Kimi, meilleur tour. Et il se rapproche des autres. Drapeau à damier, il finit 4e. Il y avait plein de petites blagues là-dessus. Il y a plusieurs courses où il a fini dans le dos du leader sans jamais réussir. L'Espagne avec Verstappen en 2016. Il y avait un coup de Bahreïn aussi où il était tout proche. On a quelques-unes comme ça, en effet. Mais c'est vrai que Kimi, parce que je me dis, moi j'ai toujours pensé que Kimi, il marchait moins bien avec les voitures hybrides. Il y a eu un shift entre ça et le 2013, tout comme il y a eu un shift depuis quand il est passé au Bridgestone. La meilleure alchimie de Kimi, c'est avec les Michelin, genre démordrait pas. Vous voyez Kimi de McLaren, c'est juste fantastique à voir. Et ce Kimi là, on l'a vu que par courant alternatif dans la deuxième partie de Ferrari. Mais c'est vrai qu'en y repenchant, en fait, t'as 2015-2017, il est dominé par Vettel. Mais 2016-2018, il est assez proche. Et c'est vrai que 2016, j'avais oublié qu'il était proche. Là, par contre, j'ai dû tricher pour cette F1. Je remarque, 212 pour Vettel, 186 pour Kimi, donc moins d'une victoire une victoire d'écart, disons, donc 26 points. Donc, non, il était, et 2018, je pense que c'était légitimement sa meilleure saison de sa deuxième pilote Ferrari. Il était légitimement meilleur que Bottas en termes de secondes. Donc, mais oui, il y a eu des moments stratégiques. Monaco 2017 où il était en pôle et on lui fait l'undercut alors que c'est l'un des rares circuits où c'est l'inverse qui marche et où à moi à l'époque je me suis dit qu'on a carrément offert la victoire à Vettel. Aujourd'hui j'en suis moins sûr, mais connaissant Ferrari ça n'a pas été impossible. Et même il me semble que c'est l'Australie 2018 où on ne lui communique pas que Vettel remonte derrière lui, ou Mercedes, je sais plus si Mercedes ou en tout cas un pilote pour la gagne remonte derrière lui, on lui dit trop tard et Kimi s'énerve à la radio et il dit mais pourquoi on l'avait peut-être pas dit plus tôt, j'étais en train d'assurer, merde. Et ça je me dis et ça je me dis mais est-ce que Ferrari ne veut pas se foutre de Kimi ou est-ce que Ferrari n'est pas assez organisé? Moi, je penche plus sur la thèse de l'incompétence. À bout d'un moment, je pense que oui, parce que Vettel a été également victime de ça. Je vais revenir sur 2017 quand même, parce que c'est la première fois depuis 2012 où là, on se dit, mince, Ferrari peut jouer le titre. Exact. Vettel gagne en Australie grâce à une VSC de mémoire. Enfin, il profite un peu de ça. Il fait pareil, très bonne course à Bahreïn, il gagne. Et comme tu as dit, la victoire de Monaco où Raikkonen se la prend un peu dans l'os. Mais en tout cas, on a du très bon Vettel. La fin de saison, bon, comme le disait, je sais plus quel commentateur sportif, qui en 2017 abandonne à cause d'une bougie. Oui. Je l'avais entendu celle-là, en effet. Sans parler de la catastrophe qu'était la qualification, où on envoie... on a eu la Q1, Q2 sous la pluie. La Q3, ça s'assèche. Du coup, on envoie Vettel et Raikkonen en inter. Tous les 8 autres pilotes sont en soft. Il y a eu une fin de saison catastrophique. Enfin, c'était atroce dans le clan Ferrari. En plus, il y a le crash à Singapour entre Vettel, Raikkonen et Verstappen. Exact. Je peux pas m'empêcher de devoir mettre la lumière sur un truc un petit peu gênant qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Et oui, parce que on a retrouvé le Vettel qui craque sous la pression. Exact. Lorsque, sous voiture de sécurité, il est persuadé qu'Hamilton lui a fait un petit coup de frein bâtard. Et pour se venger, dans un excès de colère, il se porte à sa hauteur. On est encore au ralenti. Il lui donne un coup de roue. Ce qui aura pour conséquence de propulser Lance Stroll sur le podium. Enfin, ça, c'est l'effet papillon. La réalité, c'est que Vettel a eu une énorme pénalité et que Hamilton a dû repasser au stand parce que son repose-tête se décrochait. On a Vettel qui a un petit peu pété un câble, mais qui a repris le dessus sur la suite
Par contre, 2018, 2 victoires consécutives et on a la fameuse sortie de piste en Allemagne. C'est là que je pense qu'il est important de recontextualiser énormément la politique Ferrari. Parce que comme je le disais, depuis l'Azerbaïdjan, 2018 donc, un certain Charles Leclerc, pour son 4e Grand Prix en Formule 1, ramène une Sauber qui était l'équivalent de la Williams ou de la Kick-Sauber de Zhou Guanyu et Bottas qu'on a eu. Il termine 6e avec. Et il termine 6e en partant un peu du fond de grille. Il a profité des circonstances de course. Mais voilà, c'est un énorme résultat. Je sais même pas s'il est pas voté pilote du jour ou un truc comme ça, mais enfin... À peu près sûr que c'est le cas. Hein. C'est ce jour-là où tous les gens qui ne connaissaient pas Charles Leclerc et qui suivaient la Formule 1 ont fait « Oh, il a l'air pas mal le petit ». Et en plus, il enchaîne avec des points en Espagne, avec des superbes dépassements, enfin voilà. Et après l'Azerbaïdjan, dans le paddock, on fait... chez Ferrari, apparemment, s'envisage de remplacer Raikkonen par Leclerc et peut-être même en courte saison. Ensuite, plus la saison avance, plus on parle de potentiellement Leclerc pour 2019 à la place de Raikkonen, ce qui, paradoxalement, correspondait au moment où Raikkonen commence à faire de meilleures courses en meilleures courses, comme s'il se réveillait. Leclerc, il enchaîne les entrées dans les points. En plus, il a beaucoup de poisses. Il a un nombre d'abandons formidable. Comme quoi, Leclerc et poisse, ça peut être synonyme des fois. Et la situation est donc qu'on a Arriva Bene qui ne peut décemment pas se séparer de Vettel parce que ça reste le meilleur pilote, mais qui veut quand même continuer à conserver Raikkonen parce que il y a une bonne dynamique en interne, parce que ça reste un pilote qui a un très bon retour technique, et parce que il continue, il l'aime bien, Raikkonen. Et ce qu'il y a, c'est que Sergio Marchionne, qui, alors là, tu vas m'aider à retrouver le nom de son poste de directeur PDG chez... de Ferrari Fiat, disons-le. Ferrari Fiat, merci. Qui, lui, veut Charles Leclerc. Parce que c'est un pilote qui suivait depuis qu'il arrive en poste, naturellement, Ferrari Driver Academy. C'est un protégé de Nicolas Todd. Et du coup, il y a les liens un peu avec Bianchi, tout ça. Exact. Il veut pousser pour Charles Leclerc en 2019. Arriva Bene défend que c'est trop tôt, voilà. Avant le Grand Prix d'Allemagne, Marchionne est hospitalisé. Et après le Grand Prix d'Allemagne, quand Vettel s'est mis dans le mur, il décède tragiquement. Exact. Et là, c'est un petit peu, on parlait pour le cas de Prost de catastrophe de restructuration en interne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était des conflits politiques à droite et à gauche. Et on s'est retrouvé avec une Scuderia Ferrari qui a totalement foiré son développement sur le reste de la saison parce que Mercedes... Encore une fois, Lewis Hamilton fait une fin de saison mais magistrale en 2018. Il a corrigé ses erreurs de 2016. Moi, je suis convaincu qu'il s'est dit mince, j'ai pas été assez sérieux comme lui l'a été. Il faut que je me redresse. Et je pense qu'on a eu un Hamilton qui a haussé le ton quand il voyait qu'il était contre l'adversité. Dès l'instant qu'il gagne en Allemagne en partant de la 14e place de mémoire, on a revu un autre Hamilton parce qu'il commence pas bien la saison. Sa première victoire en Azerbaïdjan, il la gagne parce que Bottas abandonne dans le dernier tour. Et Vettel fait une erreur au restart aussi. Oui, en plus de ça, il y a eu plein de choses qui ont contribué. Et à partir de là, on a trouvé un Hamilton sur une dynamique vraiment superbe. Ça aurait été amusant. Quand on arrive à Monza, il se dit que Raikkonen sait déjà qu'il ne sera pas gardé pour l'année prochaine. Il me semble bien que c'est Monza. Et justement, qui fait la pole à Monza en 2018 ? Lui et d'ailleurs Vettel s'était plaint qu'il a fait une d'aspiration pour s'aider entre équipiers et on l'a fait à l'avantage de Kimi et pas au sien et ça a été plein à la radio. Exactement. Raikkonen a eu l'avantage. On a favorisé Raikkonen alors qu'à ce stade de la saison, Vettel a à peu près une victoire de retard sur Hamilton. Il vient juste de gagner à Spa. Raikkonen est
même pas en contention pour le titre. Non. Alors, je vérifie 17 points. Voilà, 17 points de retard sur Lewis avant Monza. Ah oui, donc moins d'une victoire. Raikkonen est totalement hors course et pourtant, c'est lui qu'on favorise à Monza en qualification. Et Vettel retombe dans ses déboires, il s'accroche au départ, il fait n'importe quoi. Ouais. Et après, ça s'enchaîne. Il refait la même au Japon, au Mexique. États-Unis. Naît Sébastien Spin Vettel ou je sais pas quoi là, comment Spinala là. Alors, il l'a fait au Japon contre. Au Japon, il a pas quitté Verstappen et aux États-Unis, il touche Ricciardo et part en tête à queue premier tour. Et en fait, la réalité, c'est qu'en interne, il a le soutien de personne et l'équipe est complètement cassée. Et tout à l'heure, tu parlais de Binotto, tu savais pas trop le placer, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand Binotto il arrive, c'est un pion. Binotto, c'est comme Domenicali, c'est un pion. Ouais, on s'en est rendu compte après, en fait. C'était vraiment le Domenicali 2.0, ouais. Pardon, c'est vrai que je dis ça comme si c'était un scoop, mais tout le monde l'a vu. Mais c'est un pion, Binotto. Et on lui dit, on lui fait comprendre, écoute, là, dans la presse, ça dit qu'on n'a pas assez soutenu Vettel, tout ça, machin. Du coup, le petit Leclerc, hein, il est pas là pour embêter Vettel, hein, attention. Non, il va gagner dans 10 ans, dans 15 ans. Non. Là, notre champion, c'est Vettel. Donc, tu dis bien que Vettel, c'est le numéro 1. Deuxième course, Leclerc fait la pole. Ouais. Et aussi, des consignes, on le laisse faire. Ah non, non, on n'a rien dit, tout va bien. Oui, et oui, alors c'est n'importe quoi. Australie, Vettel a des problèmes moteurs en fin de course. Leclerc le rattrape. Surtout, tu doubles pas Vettel, hein. Surtout, tu le doubles pas. Bahreïn, Leclerc part en pole, il rate le départ. Il remonte en course, il rattrape Vettel. Non, tu le doubles pas. Trop tard, il l'a doublé. Chine, Leclerc est devant Vettel. Laisse passer Vettel. Bon, d'accord. Du coup, les deux stagnent. C'est l'époque du dirty air, on le rappelle. Au final, les deux Ferrari se perdent une position sur Verstappen qui s'intercale entre les deux. C'est n'importe quoi. On se retrouve en fait dans cette situation où Ferrari est complètement paumé, ne sait pas gérer ses pilotes parce que Leclerc est beaucoup plus performant qu'attendu. Quelle surprise, le mec, c'est pas comme s'il l'avait testé pendant plusieurs séances pour voir ce qu'il valait quand même. Et ensuite, on a Leclerc qui enchaîne les pôles. Et à côté, le problème, c'est que Leclerc est un jeune pilote qui manque d'expérience et Vettel est en énorme manque de confiance. Et forcément, ça crée une dynamique un petit peu bizarre. Et on a la Ferrari qui a un gros problème parce qu'on rappelle qu'il y a un petit changement réglementaire en 2018-2019 pour justement essayer de réduire l'effet du dirty air. On modifie les ailerons arrière, un peu les ailerons avant et je sais plus quoi. Et ce qu'il y a, c'est que suite à tout cela, ou à cause du nouveau châssis, Ferrari détruit ses pneumatiques. Ils sont très performants en qualif, mais ils détruisent leurs pneumatiques. Je parlerai pas du Canada, hein. Avec Vettel qui a encore craqué en se sortant de la piste sous la pression d'Hamilton. Oui, ouais. Voilà. Mais bref, j'en dis beaucoup trop, mais tout ça pour dire que 2019, c'est les conséquences. C'est une progression logique 2019 de la fin de 2018. Je suis d'accord. Où tout se casse la gueule en interne chez Ferrari. On a un Binotto à qui on dit Vettel, on n'a jamais cru en lui. C'était un recrutement de Di Montezemolo. En plus, il fait trop d'erreurs, machin, tout ça. Mais quand même, faut faire croire que c'est lui le futur. Du coup, ça ressemblait à rien. Et ça se termine tragiquement en 2020 avec la saison qui a pas commencé. On annonce qu'il sera licencié, quoi. Et quelle conclusion en tirer, à part que je pense que s'il y a un comparatif à faire entre Alonso et Vettel, le comparatif sera vite fait en termes de mauvaise gestion de Ferrari. Maintenant, faut quand même admettre, je pense, que Vettel a beaucoup plus craqué en piste qu'un Alonso. Oui.
Mais est-ce que ces craquages auraient été là si derrière il y avait eu l'équipe? Parce que Vettel, c'est un de ces pilotes qui certes a eu ses craquages, mais quand les choses marchaient bien, mais il était merveilleux, Sébastien Vettel. Mais oui, je suis d'accord que c'est Ferrari qui l'a massacré mentalement. Il y a clairement un effet par rapport à ça. Et puis on a vu au cours de l'histoire, ce n'est pas la première fois que Ferrari use un pilote. J'ai eu peur qu'il fasse pareil avec Leclerc jusqu'à ce que Vasseur arrive et reprenne la main, quoi. Parce que en plus Leclerc qui est aussi un sentimental, qui a possiblement trop gentil par rapport à d'autres qui tapent du poing comme Alonso. Voilà, ça aurait clairement pu le bouffer aussi. Heureusement, maintenant Ferrari ressemble enfin à une équipe, à un vrai top team. Voilà, on n'a plus le même des clowns rouges sur le mur des stands. Pour le coup, maintenant c'est plus Alpine qui s'attire les moqueries, donc et mérité. Donc Ferrari enfin qui ça et du coup là on pourrait se demander est-ce que le Ferrari actuel avec Vasseur aurait marché avec Vettel et Alonso, tu vois, donc on pourrait renverser la chose. Mais ouais, non, je suis d'accord, il y a eu une évolution, tu en as très bien parlé, un peu comparable au shift qu'il y a eu avec Prost. Fin 2018 et 2019, c'était une lente descente aux enfers pour Vettel et les enfers ont été atteints en 2020 avec cette saison infernale. J'ai beaucoup apprécié 2020 malgré le contexte Covid, mais Vettel faisait peine à voir. Heureusement, il y a eu la Turquie, mais sinon, voilà, c'était compliqué. C'est vraiment une saison indigne d'un champion du monde. C'était même plus Vettel. On avait son fantôme. On avait un PNJ c'est comme si tu étais dans une course en ligne. Et t'as un pilote en ligne qui se déconnecte au dernier moment, et t'as un PNJ qui le remplace au dernier moment, c'est pareil. Penses-tu que on va retrouver ce genre de spectacle avec l'arrivée de Lewis chez Ferrari? J'en faisais rapidement mention en parlant de Vasseur. Je ne pense pas, parce qu'on a Vasseur qui semble avoir même s'il sait faire le rigolard devant la presse, comme un Todd qui était toujours cul serré, c'est un qui tient son équipe. Ferrari, on a vraiment l'impression qu'une équipe fonctionne main dans la main, et même s'il y a on avait une Ferrari qui marchait plus ou moins bien selon les circuits, on a quand même le sentiment que Ferrari savent ce qu'ils font. Et du coup, et que par conséquent, et en plus, on a Hamilton qui est en fin de carrière, qui a quand même 7 titres, les ultra fans, si vous voulez compter 8, si vous voulez. Voilà, il est dans une dynamique, là, il va avoir 40 ans, il est pas dans la même philosophie qu'Alonso à vouloir absolument avoir le titre qu'il n'a pas eu ici et là, etc. Il va être en mode, je suis chez Ferrari, je suis en fin de carrière, je profite, etc. Je pense même, si c'est bien géré, mais vu le caractère de Leclerc, je pense même qu'il pourrait aider Leclerc, qu'il pourrait avoir une entente bien faite, et qui fait que ça marcherait bien. D'autant que après, je ne pense pas que Hamilton soit fini, pas du tout. Mais c'est vrai que les fins 2022 ont l'air d'un peu moins lui tiers que les fins 2014-2020. Je comparais un petit peu la venue de Hamilton à celle de Fangio, dans le sens où on a un pilote qui est aussi grand que l'équipe en termes de renommée à l'instant T. Bien sûr. Et pourtant, au final, ne faudrait-il pas la comparer à la venue de Farina avec le petit chouchou Ascari / Leclerc et un Hamilton qui, sans dire qu'il est finito, parce que franchement, sa saison 2024, on l'a beaucoup plus critiqué qu'elle l'aurait dû parce que son plus gros problème était la qualification en course. Il a toujours été au niveau. À 2-3 exceptions, le Qatar par exemple, il était nulle part, mais globalement, il était très bon en course. Moi, je suis surtout curieux de savoir si Leclerc sera apte à prendre le challenge, plus que de savoir si Hamilton sera à la hauteur. Dans tous les cas, je pense que l'équipe, je te rejoins complètement, sera à la hauteur là-dessus. On va conclure sur ces mots pleins d'espoir. Merci Masta, on te retrouve en pleine lecture sur France Racing et éventuellement sur tes réseaux sociaux. Tout à fait.